Star Wars en direct remercie ses partenaires Mint in Box, Planet Star Wars Universe, le groupe Star Wars Geeks Québec et la convention Génération Star Wars et Science-Fiction. Bienvenue à Star Wars en direct depuis plus de 20 ans, la voix du fandom Star Wars pour cette édition littérature consacrée aujourd'hui à l'album numéro 2 de la série Star Wars édité par Panini Comics. Donc ici Loïc pour parler de cet album. Je suis accompagné de Thomas. Salut Thomas. Salut tout le monde. Et aussi de Francis. Salut Francis. Bonjour messieurs. Donc nous voilà à nouveau notre petit trio habituel pour cette nouvelle édition littérature. Donc comme d'habitude, vous le savez maintenant peut-être, on rappelle notre partenariat pour ces éditions, qui est le groupe Star Wars Littérature Québec. On vous invite à les rejoindre où que vous soyez dans le monde et à participer à leur collecte de fonds pour la cause de la santé mentale au Québec. Et on leur fait un grand coucou et on les remercie. Merci à vous. Francis, est-ce que tu peux nous parler des émissions récentes de Star Wars en direct ? Oui, donc c'est le calme avant la tempête ces temps-ci. Hein, c'est un petit peu plus tranquille, mais disons qu'avec l'arrivée du temps des fêtes et du livre de Boba Fett et de plusieurs sorties littéraires, ça va s'accélérer. Mais récemment, on a eu un excellent épisode collector sur les événements liés aux produits dérivés de Sébastien et Raphaël. On a eu aussi l'épisode annuel traditionnel maintenant là, de Star Wars en direct sur les idées cadeaux hein, pour Noël, principalement de l'équipe québécoise, si je ne me trompe pas cette fois-ci. Et on a eu avant ça un épisode de spoilers, donc moi et GF, on a fait le tour de toutes les différentes news par rapport aux séries, donc on voit Obi-Wan, Andor et compagnie. On en avait aussi sur Ahsoka, sur le livre de Boba Fett, sur le Mandalorien, etc. Donc voilà pour les émissions récentes. Merci Francis, et on rappelle rapidement donc la boutique. Vous pouvez montrer vos couleurs, porter fièrement les t-shirts et les produits dérivés de Star Wars en direct, les autres et autres designs de Star Wars créés par notre leader suprême que l'on salue au passage. Merci Dany. Et vous pourrez les retrouver à l'adresse starwars.direct/boutique. Avant le vif du sujet, messieurs, qui a envie de nous faire partager une petite actualité geekerie Star Wars ? Pas tous à la fois. Moi j'en ai toujours plein, donc je vais laisser Francis commencer. Ah, moi, c'est assez tranquille. Écoute, je suis sur la toute fin de l'écoute de l'audiobook du dernier trône de la trilogie là, de l'Ascendance. Écoute, on parle de... Ça va être un record là, dans la littérature Star Wars. On parle d'un audiobook de 23 heures. Ce qui est énorme. Là. Je ne sais plus ça donne quoi en nombre de pages, mais en comparaison, je pense que les 2 premiers volumes, qui étaient déjà des bonnes briques, hein, parce que Timothy Zahn fait toujours des bonnes briques, je pense habituellement on était dans les 15 ou 16 heures. Cette fois-ci, c'est 23 heures d'écoute. Oui, mais combien de temps passé à épeler les noms des schistes ? Aussi, ben c'est sûr que là, comme c'est le 3e livre, les personnages, on les connaît un peu, là, mais effectivement, c'est des noms assez spéciaux. Je ne sais pas si vous avez commencé la lecture, là, la version française du premier vient de sortir. L'Ascendance, pas du tout. Ouais, l'Ascendance. J'ai failli me prendre à la FNAC l'autre jour, mais du coup, là, tu me donnes moins envie. J'étais super emballé, parce que ça se passe chez les schistes, on est d'accord ? Ça se passe chez les schistes à l'époque de la guerre des clones, mais c'est ça, il n'y a pas de lien avec le reste de la galaxie à cette époque-là. Donc, on est si avant... t'es quand même en dehors de la galaxie, quand même. Non, t'es dans la galaxie. L'Ascendance Chiss est dans la galaxie, elle est dans les régions inconnues. Donc, je t'invite à aller réécouter l'épisode de Star Wars 101 sur la géographie de Star Wars. Ah oui, je suis pas bon en géographie de Star Wars, c'est ça que tu veux dire. Ouais, exactement. Et Thomas, il est plus calé en ce qui concerne les races aliens. Ouais, je suis plus au biologie, moi. Alors, la géo, j'ai fait des impasses pour le bac. Donc, tu connais les races, c'est juste que tu sais pas sur le territoire où est-ce qu'ils sont. Ah, c'est ça, je sais pas d'où. Ils sont tous à Coruscant, les mecs, hein, et à Mos Eisley, quoi. Exact. Fait que bref, voilà, c'est ça, mais je vous le conseille, hein, moi j'ai bien aimé, mais évidemment, on sort un peu du Star Wars traditionnel, tu sais, les codes et compagnie. Parce qu'on est du côté de l'ascendance Chiss, donc les technologies sont différentes. Évidemment, on est beaucoup avec les Chiss, mais il y a quelques autres races. Mais voilà,
Oui, Chiss ou Chiss, comme vous préférez. Là. Parce que, tu vas me dire, on est chez les chips. Hein. Les chips, ouais. C'est la prononciation québécoise. Ah, ben, je sais pas. C'est comme quand on dit des chips, tu sais, des croustilles, des chips, il n'y a pas de T, mais on dit un T. Donc, je sais pas. Je sais pas comment. Il faudrait demander à Lucille, exactement, en français, s'il faut dire Chiss ou Chiss. On lui posera la question à la prochaine émission. Ben, quand on chroniquera ce volume. En français. Ouais, dans le deuxième semestre. Ouais. Fait que voilà, c'est pas mal ça. Sinon, quelques petits achats de Funko Pop et des choses comme ça, là, mais c'est relativement tranquille côté Star Wars. Alors Thomas, avant que tu puisses partager, j'en profite en fait parce que Francis me permet de rebondir. J'étais en train de me dire avant le début de cette émission, tiens, je n'ai pas du tout d'actualité Star Wars en ce moment, c'est vraiment un peu le calme plat. Et puis il nous a parlé donc de l'audiobook et ça m'a fait me rappeler que j'avais également commencé l'écoute de la version livre audio de La Menace Fantôme qui est sortie chez Lizzie le mois dernier. Voilà, donc je sais que sur notre Discord, je ne suis pas seul à l'avoir entamé. Et en toute sincérité, je dois dire que c'est vraiment assez réussi. C'est vraiment sympa. Le narrateur français a vraiment une voix très sympathique. Pareil, il y a des petits effets. Alors en fonction des personnages qu'il va incarner, il va moduler un petit peu sa voix. Donc sur les Gungans, on va vraiment avoir l'accent de Jar Jar. Sur les droïdes de combat, on va avoir un effet de résonance un peu métallique. La voix de Palpatine est également un petit peu... les voix holographiques sont un petit peu aussi travaillées. Donc je trouve que c'est vraiment un truc, ça rend bien. Il y a vraiment quelque chose de sympa qui fonctionne bien. Et moi, je suis assez conquis. Alors après, la novélisation de l'épisode 1, c'est pas forcément la meilleure. Mais en tout cas, franchement, ça reste un bon moment. On est sur 12 heures d'écoute. Non, je vous dis des bêtises. On est sur plus d'une vingtaine d'heures, je crois. J'étais en train de dire des bêtises. Donc voilà, mais ça passe quand même assez vite au final. Moi, je sais que je l'écoute beaucoup dans la voiture parce qu'au moins, je peux rester concentré. Il faut quand même faire un petit effort d'écoute pour ceux qui n'ont jamais écouté de livre audio. Mais c'est vraiment agréable. Et après, voilà, par exemple, dans la voiture, en allant au boulot, en revenant du boulot, on l'enquille assez vite. Mais j'irais presque à dire qu'on l'enquille plus vite qu'une lecture classique traditionnelle en roman avec des pages, quoi. Et donc, pendant que t'es concentré, t'enquilles personne en bagnole Non, quand même pas. Quand même pas. C'est safe. D'accord. Donc voilà, ça c'était pour mon petit WhatsApp. Vas-y Thomas. Alors moi, mon WhatsApp, il est particulier. C'est au boulot en fait. Et la semaine dernière, quand j'arrive dans la fin de semestre, ils me font des exposés. Et les premières années, je les avais en écho. Et il y a un mec, et en deuxième année, ils m'ont fait un truc encore pire, quoi. En première année, il y en a un qui m'a fait l'économie chez les Mandaloriens. Et alors là, le mec, je lui dis, tu prends un risque, mec. Hein. Et il y va, il dit, alors attention, je précise quand même qu'il s'agit des Mandaloriens, mais dans l'univers légende. Et là, je me dis, oh là, ouais, j'ai affaire à un expert. Ah ouais. Là, tu vois, il a 19 ans, quoi. Et je me dis, là, ça y est, on est chez un expert. Et le mec, il est parti... donc de me parler de redistribution du système, mais sans centralisation de cette économie. Donc il me dit c'est à la fois des marxistes, mais à la fois des libéraux, comment ils épargnent, les fonctions de réserve de valeur. Il m'a fait les fonctions de la monnaie avec le Bescar qui est considéré comme une valeur, comme une valeur sûre, parce que du coup il n'y avait pas d'inflation dessus et que du coup il répartissait l'argent qu'il gagnait dans les différentes monnaies sur quelle était la valeur ajoutée d'un Mandalorien versus un autre chasseur de primes, parce que dans le légende, il était vachement spécialisé là-dessus. Et le mec, il m'a tenu comme ça, exposé d'une demi-heure. Je veux dire, les questions, il avait toutes les réponses. Et alors, c'était un peu imparfait quand même, parce que en réalité, j'ai pas tout mon cours dedans. Mais l'effort, si tu veux, d'aller choper un sujet qui en fait n'existe pas et d'amener sa réflexion dessus, franchement, j'étais refait, quoi. Même s'il y avait quelques petites imperfections, quoi. Ben écoute, s'il l'avait à l'écrit, je serais très curieux de lire ça. Eh ben, j'aurais demandé le support. Et alors, la même semaine, les étudiants de deuxième année, je les ai en droit de l'informatique. Donc là, on bosse sur le RGPD. Je sais pas si ça vous parle. C'est tout, en fait, le droit. Alors, c'est tous les droits d'éthique. Je leur fais le droit d'auteur, machin. Et dedans, il y a une partie du cours, c'est le RGPD. Donc, c'est le règlement général de la protection des données pour tous ceux qui font du traitement de données à partir des informations, de vos informations personnelles.
Et donc, il y a toute une législation là-dessus. C'est un chapitre qui est chiant. Enfin, c'est le plus chiant. Enfin, la plus grande la partie la plus chiante du cours. Et les mecs, ils arrivent, ils me font. Et si on devait appliquer le RGPD dans Star Wars. Ah, putain, les gars, c'est casse-gueule votre truc. Et les mecs, ils ont été super loin. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est en gros la CNIL, ça vous parle? Oui, c'est celle qui garantit justement la protection de nos données et la liberté de pouvoir se faire oublier aussi. C'est eux un peu le conseil Jedi, je leur avais dit ça comme ça. Mais eux, ils ont poussé jusqu'au bout. Et ils m'ont dit, du coup, par exemple, je vous en donne 2-3, juste pour vous illustrer le truc. À savoir que quand tu fais du RGPD, le responsable des données doit faire une AIPD, c'est-à-dire c'est une analyse d'impact de si jamais tu te fais piquer tes données, comment tu as sécurisé et quels moyens tu mets en place, et tu dois avoir tout pensé. Et les mecs m'ont fait une AIPD au sein des informations du Temple Jedi, en me disant bah voilà, est-ce que c'est de la donnée protégée par le RGPD, puisque les données sont dans des holocrons. Donc les mecs me font bah non, en fait c'est pas une donnée informatisée, néanmoins comme c'est une donnée personnelle, même s'il était physique, bah elle est protégée dedans. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le seul moyen de choper ces données, tu peux pas faire une attaque de hacker, tu es obligé d'attaquer le temple. Donc du coup, moyen de protection, les mecs ils me proposent des méga soldats à l'entrée du temple Jedi. Et les mecs ils sont en plein dedans quoi, parce que dans le RGPD, je leur explique que ça peut être des données papier. Et les mecs ils ont été jusque là, et après ils me font les différents types de fichiers pour vous dire jusqu'où ça a été loin. Ils me disent, bah, par exemple, ils ont eu des données sur les forceux négatifs, quoi, du côté obscur. Ils me disent, bah, c'est l'exemple d'un fichier S, machin. Donc là, légitimité de l'État, en l'occurrence, le Conseil Jedi, il est fondé à avoir ça. Donc, je dis, putain, les mecs, vous avez poussé. Et après, ils me font, mais alors, par exemple, les enfants, il y a des données sur les enfants forceux. Donc là, c'est une donnée sensible parce qu'en plus, ce sont des enfants. Et les mecs, ils vont jusqu'au bout, ils me font, et en plus, du coup, il y a besoin du consentement, c'est ce qu'on apprend sur le traitement de la donnée. Il dit, le consentement, comme ils sont mineurs, c'est le consentement de leurs parents. Puis je leur pose une question après dans l'exposé, je leur dis, mais du coup, parce que pour garder les données dans le RGPD, on te dit pas plus que la nécessité du traitement. Je lui dis, du coup, si les parents n'ont pas donné le consentement, ça veut dire qu'il faut attendre les 18 ans. Est-ce qu'ils gardent ou est-ce qu'ils gardent pas? Et les mecs ont été subtils parce qu'ils m'ont répondu, mais je vais pas tout vous raconter, mais là, ils m'ont dit, bah non, monsieur. Parce que à 18 ans, du coup, c'est trop tard, ils sont cramés, c'est-à-dire que le Conseil Jedi voudra plus de. Donc en fait, il faudrait effacer les données des holocrons si les parents ont dit non. Et tu vois, et les gars, enfin, je vous fais pas l'exposer le truc. Ouais, imagine, tu mets l'ordre 66 dans l'équation. Là. Ouais, mais j'étais aux anges. Et les mecs, si tu veux, à la fois, ils me font plaisir, mais à la fois, si tu veux, le niveau, de réflexion déjà du cours et le niveau de réflexion Star Wars. Ça veut dire que les gars ils s'y connaissent quand même. Là en l'occurrence celui qui m'a fait le truc sur le RGPD, une fois il est venu en amphi avec un sabre laser qui changeait de couleur et puis après il est venu me le montrer quoi. Donc si tu veux, bon ils savent à qui ils ont affaire mais c'est quand même des experts et pour ça j'ai trouvé que la réflexion intellectuelle était vraiment sympa quoi. Donc du coup voilà, ça m'a fait ma semaine et j'étais trop content. Voilà c'est mon WhatsApp. Je mets au défi n'importe qui de nous trouver une anecdote en rapport avec Star Wars beaucoup plus loufoque que celle-ci. Franchement, chapeau à tes étudiants parce que c'est de la haute volée là. Ouais, mais j'ai raconté à mes collègues, j'ai montré, ils m'ont fait mais c'est génial parce qu'en plus si tu veux les mecs prennent un risque quoi. Je leur dis les gars c'est dangereux ce que vous faites là. Mais non, mais ils relèvent le défi, la tête haute quoi, tu vois. D'ailleurs les seules erreurs qu'ils ont fait, des erreurs de cours, hein, c'est pas des erreurs de Star Wars, hein, donc. On a les étudiants qu'on mérite. Hein. Ouais, mais tu peux pas leur enlever des points pour des erreurs Star Wars, c'est ça. Non, mais j'ai enlevé les points pour les erreurs de cours, mais sur Star Wars, rien à dire les gars quoi. Donc voilà pour mon WhatsApp. Et ben ça c'est un sacré WhatsApp, bien. Ouais c'est marrant, c'est super marrant. Ah ouais là vraiment c'est rigolo quoi. Je serais surpris d'avoir le retour de nos auditeurs, savoir si ça parle à tout le monde, parce qu'on est sur un sujet quand même assez pointu. Et ben, sur ce, Francis, on peut peut-être passer en hyperespace. Yep. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Et voilà, c'est parti pour notre volume 2 de Star Wars, donc édité par Panini Comics, disponible au prix de 18 € et qui va donc collecter les numéros 7 à 12 de la série régulière, donc qui se passe, donc la nouvelle série. On a un bandeau maintenant.
Voilà. Pour ceux qui n'ont pas l'image, effectivement, nous avons toutes les informations qui se déroulent en bas de l'écran. Qui a préparé ça? Bah écoute, là c'est Francis. Habituellement, Thomas, qui est préparé entre nous trois? Ouais, c'est vrai. Qui est le plus préparé? C'est ça. Je tiens à remettre un petit peu de temps en temps. Il m'arrive aussi de préparer des choses. Voilà. Tout à fait. Déjà, je sais que c'est pas moi, même si je m'en rappelle pas. C'est évidemment pas moi, mais chapeau les gars là. Donc voilà, donc les numéros US 7 à 12 pour ce volume. Thomas, toi qui n'as rien préparé, est-ce que tu peux nous faire le résumé de ce qui se passe un peu au sein de ces épisodes? Là, donc je vais vous faire une présentation non préparée de fait. Alors, il s'agit de ce tome, effectivement. Alors, le gros bonus de ce tome, effectivement, comme on l'a vu dans le superbe bandeau déroulant, c'est que c'est écrit par Charles Soule. Donc Charles Soule, actuellement, c'est quand même le monsieur Star Wars, tant sur le comics que sur les romans. Donc déjà, tu prends le tome en main, tu te dis ça va bien se passer normalement. Et pourtant... Enfin, je sais pas vous, mais moi, c'était plutôt une série sur laquelle j'avais décroché et que je lisais plutôt à déplaisir. Donc, on ouvre le tome et on se dit comment ça va se passer là-dedans. Et ça commence avec la petite protégée du Moff Tarkin, donc, qui s'appelle, j'ai perdu son nom, parce que j'ai tellement bien préparé. Zara. Zara, voilà, donc. La commandante Zara. Voilà, mais avec un Zara. H. Voilà. Et donc, on commence avec un petit background en fait de Zara, comment elle a été choisie par Tarkin, etc. Donc du coup, c'est sympa parce que on revoit notre meuf préférée. Manifestement, il a pas été super cool avec elle, mais bon, soi-disant que quand tu l'élèves à la dure, ça fait un bon. Il l'abandonne dans la forêt, il dit vas-y, démerde-toi. Et voilà, s'il survit, c'est que ça s'est bien passé, c'est qu'elle est méritante. On retrouve notre fameux vaisseau, vous savez, le pic de la Charogne, c'est ça, je crois. C'est ça, ouais. C'est ça. Qu'on avait dans le tout premier roman canon, qui avait failli pas être canon, qui nous présentait Tarkin. Donc du coup, ça, c'est on l'avait plutôt... aussi dans la série de comics Poe Dameron. Oui, absolument. Oui. Ouais. Et dans Lando aussi, non? Non, dans Lando, c'était un autre. Ah non, c'était la navette de l'Empereur. Ouais, autant pour moi. Donc ça, c'est plutôt agréable. Et on nous explique que bataille de filles, qu'elle en a après Leia, effectivement, parce que elle considère que si son père adoptif il est mort, tout ça, c'est à cause de Leia, donc elle a envie de se venger. Bon. Un peu télécommandé, mais je trouve que la manière dont c'est amené, ça passe pas trop mal. Et donc, de l'autre côté, eh bien, on va avoir notre Dark Vador qui va appuyer sur le bouton pour qu'elle y aille aussi. Je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux. Et aussi, on a la maman de Poe Dameron qui est... Est-ce que c'est tout de suite qu'elle est perdue? Non, c'est après. C'est sur la fin. Ouais. Ça, c'est sur la fin. D'accord, on s'en occupe après. Bref, on voit quand même le papa de Poe Dameron. On a du gros X-Wing qui attaque, donc, et du Y-Wing, donc ça c'est plutôt sympa. On a Wedge Antilles qui est de retour, et puis on a une bataille finale entre les deux filles à la fin, et tonton Luke qui intervient, donc voilà, plutôt sympa. Quoi d'autre ensuite? Ensuite on passe à un deuxième arc narratif qui s'appelle Opération Flambeau. Donc Opération Flambeau, qu'est-ce qui se passe? En gros, le pitch de départ, c'est les gars, on se fait pirater nos communications, donc il faudrait qu'on trouve un code que les autres sachent pas nous pirater. Donc personne n'en sait rien, comment on va se débrouiller, on sait pas. Heureusement, Bouton d'Or a une idée, il nous dit tiens, on a qu'à récupérer un vieux droïde de protocole que personne ne s'en rappelle comment ça se passe. Et donc du coup, on va aller où? On va aller dans un musée. Donc évidemment, dans le musée, on a un espèce de gros dédé qui pue le fric, s'en occupe. Et donc, c'est lui à qui il va falloir faire un sale coup. Et à ce moment-là, on va envoyer le super escadron de la mort, la bande du papa de Poe Dameron et de la maman de Poe Dameron. Alors, on va aller petite précision. Donc, sa mère, par contre. Le papa de Poe Dameron avec des Pathfinders, donc des éclaireurs, qui vont eux effectivement faire une sorte de mission un peu d'infiltration. La maman, elle vient pas? Non, elle est pilote de chasse dans l'escadron Flambeau, justement. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Et donc, elle reste coincée sur le... Ouais, mais ça, c'est à la fin, à la toute fin. C'est la fin, ça. À la fin. D'accord. Ah, ok, ouais. Ça. Et donc, du coup, ils infiltrent le musée et notre ami
qui ressemble à Yarael Pouf, en fait. J'ai perdu le nom de l'alien, ça se voit que c'est vraiment pas préparé. Eh bien, qu'est-ce qui lui arrive ? Eh bien, du coup, il doit gagner du temps, sauf que les autres, ils mettent un peu plus de temps que prévu. Donc, il nous fait le coup oui, vous avez piqué une œuvre d'art dans mon musée. Ça m'a fait penser à une émission, d'ailleurs, que Aude avait fait avec les Lucasfilm, ou sur l'art dans Star Wars. Et où, je me rappelle, il y a un truc qui m'avait percuté dans ce qu'elles avaient dit, c'est que, en gros, le côté colonialiste un petit peu de l'Empire, qui allait récupérer l'art dans les différentes planètes pour venir s'approprier les œuvres d'art en disant c'est juste que les gars, vous savez pas le préserver, donc c'est nous qui allons préserver, dites-nous merci s'il vous plaît. Et c'est exactement ce qui est donné par cette logique-là, c'est-à-dire que lui, il retrouve de l'art de sa planète natale et il se rend compte que, que ça n'a rien à foutre là, et il joue là-dessus pour attirer l'attention, il pète un scandale. Évidemment, ça fait gagner du temps aux autres qui vont pouvoir piquer le droïde, sauf que le seul alien des Pathfinder, il va se faire dézinguer. Donc là, non, je pense que il y avait juste le père de Poe Dameron qui était humain dans l'équipe. Là, l'autre, c'est les aliens. Puis c'est toi qui vas connaître la race, là. Oui, il y a avec une des espèces de cheveux bleus. Oui, Adigalia. Ouais, mais alors... c'est tellement proche humain que... Ah oui, mais Thomas, Alien, c'est Alien. Hein. Écoute, on peut pas faire deux catégories. Je savais pas qu'il y avait des grades d'Alien. Alors, qu'on soit très honnête... On est inclusif, hein. Non, mais non. C'est une contrefaçon d'Alien. Ah, ok. Moi qui suis très raciste des humains dans Star Wars, je peux vous dire, je le mets chez les humains. Donc, je les aime pas vraiment. Moi, je veux vraiment un vrai alien. Donc là... Selon la fameuse classification de Thomas, donc. Absolument, ouais. Et donc, du coup, je considère que le seul alien cool, parce que l'autre, c'est... Voilà, ils ont mis des cheveux bleus, quoi. C'est pas pareil, quoi. C'est pas un vrai alien. Ils l'ont zigouillé. Donc moi, je le prends pas très bien, hein, mais bon... Est-ce que ça t'a affecté au point de pas finir l'album? Non, parce que... Alors, sans vous spoiler... Malgré tout, il y a deux choses qui m'ont plu. Donc, on ramène le droïde tout pourri du marché aux puces dans l'Alliance Rebelle, et le problème, c'est que ça marche pas. Le truc est complètement déglingué, et il faut que Lobo se connecte au robot pourri pour le faire fonctionner. Sauf que Lobo, ce qu'on apprend, c'est qu'il est en train de cramer. Et donc, Lobo, comme Lando, on sait qu'il a un... Et c'est là où, encore une fois, j'ai trouvé bien pensé de la part de Charles Soule. En gros, Lando Calrissian, c'est un peu le défenseur de la cause des robots. Il était déjà à moitié amoureux de son robot dans Solo, le film. Et là, on sent vraiment qu'il y a un vrai affect pour Lobo. Et ça, c'est intéressant parce que ça amène ces dimensions un petit peu d'idéologie qu'il peut y avoir, un petit peu côté, combat social, ce que vous voulez, qui était déjà abordé dans Solo. Et on le retrouve. Et donc, se pose la question d'un côté... donc la copine la maman de Poe Dameron, elle est dans le vaisseau de l'Empire à un moment parce que effectivement elle est coincée pour aller chercher le fameux droïde, et donc là il y a conflit entre Lando qui veut protéger son Lobo et le papa de Poe Dameron qui dit moi je veux pas que mon Pathfinder soit mort pour rien. Donc lui veut récupérer sa femme, puis Lando essaie de protéger Lobo. Voilà. Et, avec Lobo et Lando, ça nous ramène beaucoup à la première série de Charles Soule dans Star Wars qui était Lando, le casse du siècle. Donc c'était là que Lobo se retrouvait piégé par son implant. Là. Mais c'est ça, je trouvais ça très intéressant, ce moment-là. Et donc ils vont réussir à un moment à trouver, on va dire, entre guillemets, un compromis, sachant que pendant ce temps, on voit bien que Lando, il n'est pas tout propre. Parce que pendant ce temps, il appelle la bande de Jabba. Et donc, notre fameux Bib, il lui dit « Oui, Bib, si tu veux, j'ai des infos. » Et l'autre lui met la pression. Tu sais, Jabba va pas apprécier. « Oui, mais t'inquiète, ça va bien se passer. » On sent qu'il est encore magouilleux, quoi. Il n'est pas vraiment... Il n'a pas épousé la cause rebelle encore pour l'instant, hein, vraiment. Et on voit qu'il est encore en contact avec Bib Fortuna, ce qui peut expliquer pourquoi il est là dans le 6. Donc, encore une fois, ça, je trouve que c'est bien posé. On continue ensuite avec une scène dans laquelle... Notre amie Leia et notre papa de Poe Dameron se retrouvent devant la baie vitrée pour un moment d'intense émotion où chacun se dit qu'il est malheureux sans son prochain. On a même la séquence, on voit Poe Dameron, qui est ici,
avec en bébé, hein, donc du coup séquence émotion évidemment. Et chacun se rappelle la petite anecdote sympa. On apprend comment ils se sont rencontrés, Podamron et puis la maman de Podamron. Non, papa et maman. Caisse Dameron et Charabé. Voilà. Ça se trouve, même Podamron, il n'est pas au courant de comment papa et maman se sont rencontrés. Et ensuite, on a un deuxième petite anecdote qui va se passer cette fois-ci sur Hoth, justement où notre ami Han Solo, vieux bougon en fait, montre à quel point il est brave et lui, il a vraiment épousé la cause rebelle et c'est pas que pour séduire la princesse. Donc voilà, ça c'est plutôt sympa. Et à la toute fin, eh bien, on apprend que la maman, bon, on s'en doutait parce que du coup, on la voyait dans les ruines de l'Empire. Hein, je crois que Charles Soule nous avait d'ailleurs écrit. Hein. C'est bien tout ça. à fait. Oui, et non, les ruines de l'Empire, c'était pas Charles Soule qui était au scénario, mais il y avait les parents. Mais il y avait les parents. Il y avait les parents de Podamron. C'est pas Charles Soule? Faudrait que je vérifie. Là, non, c'était peut-être bien Greg Pak, justement, qui lui a fait le Dark Vador qui est ici, mais qu'on critique pas maintenant, qu'on critiquera après. Enfin, et donc, du coup, j'en suis où? Donc, du coup, on apprend que la maman de Podamron, eh ben, finalement, elle est encore dans le vaisseau et qu'il y a un nouvel espoir de la retrouver. Ça, un peu, là. Pour un gars qui n'est pas préparé, hein, non, ça va? Ouais, c'est excellent. Info importante, en fait, donc Shara contacte Leia pour lui signaler tout simplement qu'elle a des informations importantes sur un sujet qui tient à cœur à Leia, puisque c'est la préparation de la guerre des chasseurs de primes. Donc les informations que Han Solo dans la Carbonite a été localisé, tout simplement. Et qu'on chroniquera ultérieurement. Moi, j'attirerai votre attention rapidement avant qu'on tombe dans le contenu, on va dire, sur le contenant. Je ne sais pas si vous vous souvenez que dans notre émission récente, où est-ce qu'on a entretenu pendant quoi l'émission a été un bon 2 heures, si je me souviens, 2 heures, 2 heures et demie avec Aurélien. On lui a dit, écoute Aurélien, c'est dommage que chez Delcourt, on avait les variantes de couverture à la fin, alors que chez Panini, on les a pas. Et là, hop, il sort 2 albums la même journée. Et qu'est-ce qu'on a à la fin? Les variantes de couverture. Bon, cette fois-ci, c'est vraiment pas les variantes les plus intéressantes, mais j'ai trouvé ça, c'est une belle surprise, je trouve. Et on l'a aussi dans l'autre album qu'on voit derrière Thomas, celui du Vador. Ouais. Donc, c'est une belle petite nouveauté que je trouve très agréable. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait marqué ton nom, Francis, en bas de la couverture, mais là, maintenant, ça y est, je sais pas si c'était déjà prévu au moment où on a fait le mec dit Francis du Québec, mais je dis, mais ça me dit quelque chose, et en fait... Ouais. Fait que, bref, voilà, je voulais saluer l'initiative du côté de Panini. Sinon, messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de ce deuxième album de la série Star Wars de Charles Soule? J'ai déjà beaucoup parlé, donc je vais laisser la place à Louis. Et alors moi, j'ai envie de dire que c'était quand même déjà bien mieux que le premier volume. Ce premier volume qui m'avait pas du tout emballé, que je trouvais un peu poète-poète. Et là, on a quand même, je trouve, une histoire qui est la continuité de ce qui a été posé dans les premiers épisodes, notamment en ce qui concerne donc le craquage de code de communication des rebelles qui ne permet pas à la flotte de fonctionner correctement. On a toujours cette tension qu'on ressent. Voilà, les rebelles sont en danger, vraiment. Mais par contre, on est quelque part dans une tradition Star Wars. On a les vilains qui ont pris en chasse les héros qui trouvent des idées pour s'en sortir, les méchants qui essayent de les contrer, et tout ça est fait de manière beaucoup plus intelligente. Alors on a toujours les personnages principaux, donc on connaît comme Luke et Leia qui sont prépondérants à cette époque, donc je sais pas si c'est dommage, ou en tout cas je les trouve bien utilisés. Par contre, ce qui est sûr, c'est que on a une histoire qui m'a semblé beaucoup plus haletante. Et moi je tournais les pages, j'avais envie de lire la suite. On explore pas mal le côté Empire, encore une fois, parce que toute la première partie de l'album, en fait, c'est sur Zara, et sur son histoire, et sur son incorporation dans l'Empire, et sur ce qu'elle devient, et comment elle arrive à échapper à la destruction de l'Étoile de la Mort. Donc c'était presque une série qu'on aurait dû appeler Star Wars Empire, plus que Mais t'as Star deux Wars arcs narratifs, en fait, dans l'album. Oui, pour moi, c'est pas vraiment 2 arcs narratifs. Ils sont très complémentaires l'un de l'autre. Voilà, c'est ça.
C'est que c'est un arc qui va nous poser des enjeux qui vont se retrouver sur la deuxième histoire. Et c'est vachement malin parce que ça permet d'approfondir les personnages et notamment cette commandante que je trouve vraiment intéressante, qui est utilisée du coup par Vador puisque son mentor étant Tarkin décédé dans l'explosion de l'étoile de la mort, elle était donc punie parce qu'en fait elle n'a pas avant la mort de Tarkin, elle n'a pas accompli sa mission correctement, donc Tarkin l'a punie et l'a envoyée pourrir sur les mines de Kessel. Elle était chargée de la colonie impériale à cet endroit-là. Et puis Vador, lui, se souvient d'elle puisque il faut bien traquer les rebelles. Et Vador donc va l'utiliser en disant. Il cherche un sous-fifre. C'est l'empereur qui dit là, Tarkin n'est plus là, Thrawn n'est plus là. Il me reste plus qu'Anakin. Et là, Vador lui dit non, moi j'ai pas le temps pour ça, là, mais il y avait une disciple de Tarkin. Ouais. Non, alors t'exagères un petit peu parce Palpatine le présente pas tout à fait comme ça. Palpatine nous dit c'est une mission que Tarkin ou Thrawn aurait pu mener à bien. Toi, je sais que t'as pas le temps. Alors, ça me pose un petit problème. Est-ce que c'est pas pour le dévaloriser un peu? Parce que dans ce qu'on voit dans le tome 2, est-ce qu'il en profite pas un peu pour le... Justement, parce que je trouve que c'est pas très raccord. C'est que on a vraiment, dans la série Star Wars, il va vraiment chercher à dévaloriser Vador. Et là, quelque part, il lui dit non, mais attends. Moi, j'ai des trucs quand même pour toi. Je vois pas quoi, vraiment, parce que il n'y a pas grand-chose à donner à Vador pour qu'il soit comme mission par rapport à la série. Je me suis demandé si c'était pas une manière de le mettre au placard. Tu sais, un peu comme quand t'es au boulot et ton boss te dit non, mais laisse tomber, on va demander au stagiaire, j'ai pas besoin de toi. Ouais. Non, mais je pense que. Ça, quoi. Non, mais je pense que c'est parce que ce moment-là qu'on voit du côté de l'Empire, il ne faut pas oublier qu'il est un peu en flashback là, par rapport au présent de l'album et de l'autre album aussi du Vador. Est-ce que tu veux dire que ce serait légèrement avant l'Empire contre-attaque? Oui, c'est avant parce que c'est ça. L'album commence et je pense qu'elle est commandante, ou je me souviens plus son grade, mais elle est déjà à la tête de la force de recherche des rebelles. Et là, on a un flashback qui nous dit comment elle est devenue à la tête de cette force de frappe-là. Donc, alors d'accord, mais c'est pas la même période où Vador la rappelle. Parce que Vador la rappelle quand même pour traquer les rebelles qui sont en fuite après la défaite de Hoth. Donc c'est pas du tout au même moment. Ça veut dire que c'est dans le moment tout présent. Début de cette série-là, de cette nouvelle série 2020, là, donc... oui, mais ça se passe quand même après l'Empire contre-attaque, donc en parallèle, on peut dire du premier volume de Vador, où Vador avait quand même été déjà rabaissé par Palpatine. Non, c'est à la toute fin de l'album, parce qu'au début, il fait ses recherches sur Padmé, là, puis il répond pas au téléphone. Là, il répond pas. C'est pour ça, il répond pas au téléphone, et pour moi, il y a un faux raccord. Il y a un problème à ce niveau-là. Ah, bon. Mais c'est quand Thomas dit c'est le premier arc, dans le fond, c'est les 2 premiers numéros. Effectivement, il y a un arc de 2 numéros, après un autre arc de 4. Alors, mais c'est vrai que c'est, comme tu disais, Loïc, c'est quand même... ça se continue, là, l'histoire avec cette fameuse commandante-là. Là, donc, c'est quand même très complémentaire. Oui, c'est complémentaire. Alors après, je viens de rafficher la page, ça marque Coruscant après Cloud City. Donc on est vraiment bien après la défaite. Donc, effectivement, peut-être que c'est juste avant... non, c'est pas logique. Parce que lui, il part dans le volume 1 de Vador, il part de la Cité des Nuages, et il part directement traquer... il va sur les traces de Padmé. Juste après... qu'il ait quitté le système de... moi, je vois ça comme quand même un certain temps. Là. Je ne l'ai pas calculé en termes de semaines ou de mois, là, mais je veux dire, quand tu penses aussi à la première BD de Star Wars, le nombre de petites histoires en parallèle, n'oublie pas que les rebelles ont le temps d'attaquer Cloud City pour aller libérer Lobot, etc. Comme ils ne donnent pas de chronologie précise, on peut toujours raccommoder pour les placer, les trucs. Ouais, bien sûr, c'est ça, moi, j'ai pas vu de faux raccords côté chronologie, mais... Bon, pour moi, il y avait un décalage, mais bon, peu importe. Après, je chipote, comme on a l'habitude. C'est juste que en parlant là, en fait, que je croise les informations.
Voilà, donc sinon vraiment, moi j'ai beaucoup apprécié. Il y a une tension aussi avec le droïde, avec le droïde de protocole là, qui a des milliers d'années pour pouvoir avoir un dialecte qui leur permettrait de communiquer sans qu'on ait vraiment sans que l'Empire puisse décrypter, puisque voilà, ce robot est le dernier à pouvoir. On l'a pas dit, c'est ça, c'est que c'est une langue disparue. Donc, c'est ça, disparue, et il n'y a que ce droïde-là qui la connaît. Là, c'est le dernier. Ça vous a pas piqué un peu parce que il y a des archives de trucs de 10 000 ans, des Jedi, des machins, mais là, la langue, en fait, on a rentré des données numériquement dans un droïde, mais plus personne n'est capable de le parler à part le droïde du musée. Non, moi franchement, ça m'a pas choqué. Le droïde qui est entreposé depuis tout ce temps-là. Je suis pas choqué. Une série qui a été abandonnée. Probablement sur une planète qui a peut-être connu un sort funeste depuis. Non, la référence n'est pas subtile aussi là, à l'histoire américaine du Code Navarro, là, donc de la Deuxième Guerre mondiale. C'était exactement ça aussi. Là. Ils utilisaient des Amérindiens, des Autochtones, cherche le bon terme politiquement correct, mais bref, des membres de la tribu Navarro pour servir d'encodeur là, sur le terrain. Donc, oui, mais la différence, c'est quelque chose de très connu dans l'histoire américaine. Ça. Ouais, mais d'accord, Francis, mais les Navarro, en fait, ils n'avaient pas codé informatiquement leur langage. À cette époque-là. Là, non, mais alors attends, t'imagines, les gars, en fait, ils te font te tenir des masses d'informations dans des bouts de trucs comme ça. T'as vu, technologiquement, les gars, où ils en sont, et tu vas pas me dire qu'il n'y a pas une clé USB qui traîne ou on ait pu enregistrer ça dans la masse, dans la taille de la galaxie. Je pense que C3PO mentionne très rapidement l'échappatoire scénaristique là, du genre de tu sais, c'était quelque chose qui était connu à l'époque. Lui, il le savait pour X raisons à l'époque de la République, mais dans le fond, à l'Empire, les droïdes, tout ça, là, puis les artefacts et compagnie, bon, c'est ça. Moi, franchement, c'est vraiment mon côté bon public qui m'a laissé incohérence de côté, parce que... Et alors, je reviens un peu sur les petites choses qui me chiffonnaient. Je feuillette le volume 1 de Vador. On a cette scène où le grand vizir apparaît en hologramme à l'amiral Piet et lui demande si le Faucon Millennium s'est échappé. Et à ce moment-là, il demande à ce que Vador prenne contact avec l'empereur. Et c'est à ce moment-là qu'on lui dit que Vador vient de se barrer. Donc, vraiment, le volume 2 de la série le volume 1 de la série Dark Vador commence à l'exact endroit où se termine l'épisode 5. Donc, il est déjà parti. Ouais, mais il retourne même sur Coruscant à un moment donné de cet album-là. Ouais, mais il va pas partir chercher l'empereur alors qu'il veut pas lui parler. Non, mais on sait qu'il va à l'appartement de Padmé, là, un moment donné. Donc, mais pour moi, il va pas. Tiens, je vais passer chez Padmé. Et puis je m'arrête au temple Jedi pour aller voir Palpatine. C'est un peu bizarre dans la chronologie. Enfin bref, voilà. Après, je veux dire, une fois quand on lit le volume, c'est pas non plus la chose qui nous choque le plus de cette façon-là. Ce qui m'a embêté un petit peu, c'est le nouveau look. On a encore une fois une nouvelle armure pour un impérial, puisque la commandante Zara, en fait, aborde un vaisseau de la flotte rebelle où elle va confronter Leia, et où Leia, d'ailleurs, sera sauvée, in extremis, sera sauvée par son frère, mais elle a un nouvel uniforme qui fait un peu penser aux uniformes qu'on voit sur Hoth, du général qu'on voit sur Hoth, et dans le même ouais, un peu, et de choses qui font un peu comics plus que Star Wars. On en a souvent déjà ça faisait très comics. Voilà, souvent parlé. Donc ça, c'est les petites choses qui m'ont choqué. L'armure aurait pu être blanc déjà là, oui, tandis que là il est noir, ça fait très Vador. C'est ça. On aurait pu se passer peut-être aussi justement de la présence de Vador. Tout simplement, elle aurait pu recevoir une réaffectation de Coruscant qui l'envoie sur une mission prioritaire de la plus haute importance parce qu'elle était la protégée de Tarkin. Et d'ailleurs, je trouve que il y a quand même... Alors, évidemment, moi j'ai pensé à l'amiral Daala. Je sais pas vous. Donc peut-être pour nos auditeurs qui savent pas qui elle serait, dans l'univers légende, Daala avait Tarkin avait une protégée déjà à l'époque, qui était une femme, donc qui était sa maîtresse,
et qui était chargé de l'amas de la gueule qu'on voit d'une station qu'on voit qui était cachée dans l'amas de la gueule, donc l'amas de la gueule qu'on a découvert dans Solo, même si dans l'univers légende, elles n'avaient pas tout à fait la même topographie. Et en fait, c'était sa petite protégée. Elle avait des projets secrets dont elle devait s'occuper. Ouais. C'est là où tu te dis que le pouvoir, ça rend beau gosse, hein, quand même. C'est ça. Donc là, on a quand même un petit peu, on va dire, quelque chose de similaire, évidemment, sauf que là, c'est pas du tout suggéré donc qu'elle est la maîtresse de Tarkin. Par contre, ce qui est suggéré, c'est qu'il y a vraiment un lien entre les deux. En tout cas, principalement déjà pour elle, c'est vraiment son mentor, son modèle. Il y a de limite, alors de l'adoration, peut-être de l'amour platonique de sa part, mais en tout cas pas partagé par Tarkin. Une loyauté. Une loyauté vraiment qui va l'amener à avoir cette inconditionnalité envers Tarkin. Attends, et tu vois, je vais compléter ce que tu dis, mais son pire problème dans la vie, elle le dit, c'est que mon mentor, mon maître, tout ce que tu veux que j'admire, il est parti en étant fâché après moi. J'ai pas eu la possibilité de me rattraper. Ouais. Il est mort en ayant une opinion négative d'elle. Exactement, c'est-à-dire que l'emprise est tellement là. Elle se dit pas... Putain, il est mort, c'était un gros con en fait, il a pas pu se racheter. Elle se dit, lui, il a pensé que j'étais pas à la hauteur de lui. Donc t'es sur un niveau, comme à chaque fois dans l'Empire, parce qu'on l'a pas un expliqué, niveau ça d'emprise tel que psychologiquement, la meuf, en fait, elle paraît forte, mais elle est complètement dominée par Tarkin. Enfin, tu vois, d'un point de vue relationnel. Mais émancipe-toi, quoi, fais un truc, quoi. Enfin, tu vois, je veux dire, tu vois bien que l'Empire, ça t'amène que de la merde. Mais non, je crois qu'elle veut pas être émancipée de Tarkin, hein. C'est pas son objectif du tout, hein. Non, mais on est d'accord, c'est tu vois, les œillères, quoi. Mais c'était intéressant, en tout cas moi j'ai trouvé ça intéressant, cet aspect-là d'un bras droit un peu déchu, parce qu'on l'a pas dit dans le résumé, mais c'est ça, elle déçoit Tarkin à cause d'une mission échouée, et ça se passe juste au moment, dans le fond, elle va partir voler une navette pour se racheter auprès de Tarkin pour compléter la mission finalement. Et au moment où elle vole la navette, l'étoile noire explose. L'étoile de la mort, la première, explose. Donc, c'est une survivante de ça, mais évidemment, elle a été rétrogradée, là, comme tu disais, elle est rendue gestionnaire d'une mine d'épices là, sur Kessel. Mais non, moi, puis pour une fois, Loïc, tu disais Vador, pour une fois, je trouve que l'utilisation est juste parfaite. Parce que jusqu'ici, dans notre tête, la traque des rebelles, c'est la tâche de Vador. Tu comprends? Et pour nous, après l'Empire contre-attaque, c'est Vador qui, avec sa flotte, qui va traquer les rebelles. Donc là, ça nous prenait, une explication pourquoi ce serait quelqu'un d'autre. Et le quelqu'un d'autre, c'est un bras droit de Tarkin. Puis c'est ça, l'empereur dit, ça m'aurait pris Tarkin ou 30 pour cette mission-là. Fait que Vador dit, tu sais, Tarkin, il y avait une bras droit efficace, etc. Tu sais, les mecs intelligents, pas comme toi. Vador est présent une page. Non. Vador est présent pendant 2 pages, dans tout le volume. Oui, bien sûr, on est d'accord. Fait que pour une fois, j'ai trouvé que c'était très raisonnable, tu sais. C'est vrai. L'utilisation de Vador. Mais c'est vrai que je me dis, on aurait carrément pu s'en passer. Après, bon, ça reste Vador, je veux dire... À un moment donné, il apparaîtra sur une couverture dans les épisodes US. Forcément, Vador est là, ça va faire vendre quoi qu'il arrive. T'as déjà un tome entier, on va pas en plus le caser là-dedans, quoi. C'est bon, quoi. Il doit être partout. Et un truc que j'ai beaucoup apprécié aussi, ce sont, alors Charles Soule oblige forcément, les références à la Haute République. Elles sont donc au nombre de 2. Il y a déjà l'escadron Starlight. C'est parcimonieux quand même. Hein. Oui, mais l'escadron Starlight qui est forcément un rapport au flambeau stellaire. Et puis, au début, donc, la mission que Tarkin confie à Zara, c'est de traquer un mafieux qui se fait appeler Ro et qui utilise le nom des Nihil pour semer la terreur. Voilà. J'ai trouvé ça sympa parce que alors on ne sait pas évidemment comment la Haute République va finir, comment ils vont disparaître, etc. Visiblement, c'est pas un descendant de Marchian Ro, mais c'est probablement quelqu'un qui lui a volé le nom de famille et son organisation, ou en tout cas l'image des Nihil, celle qui est véhiculée à travers la galaxie.
mais ça laisse quand même présupposer qu'il y a une empreinte qui va rester à la fin de la Haute République, qui va se diffuser, enfin qui va se perdre au fil des centaines d'années qui séparent tous ces événements des événements qu'on connaît. Mais il y a quand même encore, voilà, on se souvient un petit peu de la vieille histoire, de machin. C'est un peu comme nous, voilà, on se souvient quand même toujours de Jeanne d'Arc, mais on va pas forcément se souvenir de toute la guerre des Anglais contre les machins, etc., de tous les détails. Par contre, on va se souvenir que Jeanne d'Arc, elle est morte brûlée à Rouen. Donc on est un petit peu dans une histoire qui se transforme en, comment dire, en roman galactique quelque part. Et j'ai trouvé que c'était fait avec finesse. Alors, de manière générale, Charles Soule, il est très fin quand même. Parce que, paradoxalement, je voulais revenir là sur le truc de Zara, où je vous dis, ben voilà, pourquoi elle s'émancipe pas, elle est con, etc. Mais en fait, ce qui est très fort chez Charles Soule, c'est sa capacité à non seulement à faire un scénario qui est dynamique et bien amené, mais à bien caractériser les personnages. Et en fait, ce qui fait la plus-value de ce personnage de Zara, c'est cette relation d'emprise. Et je trouve qu'il est assez fort pour bien décrire les relations entre les personnes et les décrire intérieurement. Et donc là, quelque part, cette relation que elle a avec Tarkin, etc., c'est caractéristique vraiment de ces relations de merde qu'on a dans un système un peu dictatorial où il y a beaucoup de pouvoir et où on voit bien que les gens ne deviennent pas eux-mêmes, en fait. Ils sont ce qu'on attend d'eux et qui se définissent comme ça par rapport aux attentes qui sont fixées sur eux. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont totalement esclaves du système, en fait. Et c'est vraiment très bien décrit et c'est amené avec de la finesse, sans que ce soit dit. Et donc ça, c'est vraiment bien, parce que juste quand le personnage parle de ses problématiques, de ses besoins, bref, t'as compris ce qui se passait, si tu veux, dans le back-office. Et par contre, alors, il y a aussi effectivement un gros bonus chez Charles Soule, c'est aller chercher des trucs et aller connecter. Donc là, effectivement, il y a les Pathfinder, il y a les parents de Poe Dameron, il y a tous les romans de Tarkin, enfin tout ce qui a été développé sur Tarkin, le Pic de la Charonne, etc. Et donc, il prend tous ces trucs, clac, il en prend un peu à droite à gauche, il te fait une tambouille, mais ça passe, c'est super bon, et c'est super fin. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment le gros avantage de Charles Soule. En plus, c'est quand même dynamique, il y a des enjeux à chaque page. Certains lui disaient justement que les références étaient toujours à lui-même. Bah, souvent. C'est un peu vrai. Mais tu vois, là, beaucoup de références au roman Tarkin. Puis à la série. La première série, le début de la série de Poe Dameron, c'était peut-être Charles Soule aussi. Là, oui, tout à fait. Donc, mais bref, le Pic de la Charogne, la partie de chasse là, sur Eriadu, tout ça, là, ça vient du roman Tarkin. Donc, non, comme tu dis, c'est quand même un maître là, pour connecter tout ça, puis sans que ce soit non plus dérangeant. Des fois, on va dire. À mon avis, c'est pas pour rien, tu vois, qu'ils l'ont choisi comme architecte de la Haute République à la base. Et par contre, le petit bémol aussi, j'en avais un autre, c'est Zara là qui est en armure d'Iron Man et qui passe d'un vaisseau à l'autre. C'est ça dont je parlais tout à l'heure, qui était un petit peu. C'est un peu too much d'accord avec moi. Voilà, pourquoi on le revoit pas ce truc, c'est juste génial quoi. Tu peux sortir d'un vaisseau, tu bondis sur l'autre. Voilà, enfin je veux dire, t'as plus la. Ouais, c'est comme une équipe d'abordage là qui appelle. Ouais, mais après une équipe d'abordage, je veux dire, on nous l'a déjà montré dans un Nouvel Espoir. Une équipe d'abordage peut s'arrimer au vaisseau et faire un trou dans la coque pour entrer de manière entre guillemets naturelle. Mais de façon, en scaphandre comme ça, on l'avait vu aussi dans la série Poe Dameron. Dans Rebels. Et dans Rebels aussi. Oui, là c'était des rebelles, là, Ezra et tout ça qui attaquaient. Ouais. Peut-être même comme. Et on a le Duros aussi qui est super connu. Son nom c'est Lulo Lampard, qu'on retrouve dans Battlefront. On a Lulo et on a Evan Varlane. Ouais, c'est ça. Qui était une pilote de X-Wing aux côtés de Leia dans la première série comics de Leia. C'était une Aldoranienne. Il y a une Twi'lek, la Twi'lek violette là que je vous montre. Ouais, celle-là, je me suis demandé si elle venait de Étoile perdue, mais je crois que c'est pas elle. Regarde, on dirait qu'elle a pas de pupille, elle est toute, je sais pas, je trouve qu'elle est. Je crois que Bib Fortuna est plus jolie quoi. Ça, on en reparlera après au pire au niveau graphique là. Ouais. On a deux dessinateurs là selon les numéros.
Oui. Moi, sinon, côté scénario, je ne vais pas répéter ce que vous avez dit. Vous avez déjà couvert l'ensemble. Moi, j'ai bien aimé le nouveau personnage de la commandante impériale, son backstory, tout ça. Évidemment, il y a le petit côté redondant que là, encore une fois, Leia se retrouve avec une némésis, une autre femme. Là, dans la première série Star Wars, c'était la princesse, là, la reine de... La reine Trios. La reine Trios, merci Loïc. Là, cette fois-ci, c'en est une autre, mais n'empêche, les histoires des deux personnages sont très différents. Elle, c'est une impériale, l'autre, c'était pour sa planète là, qu'elle faisait tout ça. Donc, j'ai hâte de voir où ça s'en va, mais c'est ça, j'ai bien aimé ça. L'aspect, les parents de Poe, moi, je suis un fan de ces personnages-là depuis les ruines de l'Empire. Je les ai retrouvés récemment dans le livre Chute libre. Et là, les retrouver dans la nouvelle série Star Wars, moi, je trouve ça parfait. Ouais. Sinon, ensuite, l'histoire Lando-Lobot qui se continue parce que ça a commencé dans le premier album. Puis comme tu disais, je pense que c'est Tom tantôt, que dans le fond, Lando, il n'est pas plus rebelle que ça à ce moment-là de l'histoire encore. Il utilise les rebelles dans le premier album pour aller libérer Lobot. Là, il est encore en train de négocier avec Jabba pour les couillonner par en arrière. On va voir comment ça évolue. A priori, c'est une enflure pour les rebelles, mais il est très droid-friendly. Hein. Là, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais, ben moi, je vois pas le lien avec Lobot dans ce sens-là. Là. Pour moi, c'est vraiment c'est un peu comme un frère pour lui. Tu trouves pas que les autres, ils traitent mal les droïdes? Il a tout sacrifié pour sauver Lando aussi dans l'album Lando, le casse du siècle. Où est-ce que... Puis d'ailleurs, Lobot se remet très brièvement à parler dans cet album-là. Oui, c'est le robot, en fait. Depuis. En fait, c'est le lien avec le robot qui permet à Lobo de parler. Donc, mais ça dure une fraction de seconde et après, il n'y a plus rien. Quoi. Mais bref, parce que Lobot, on ne le revoit pas après l'Empire contre-attaque, donc qu'est-ce qui va lui arriver? C'est sûrement dans cette série-là qu'on va l'apprendre. Sinon, aussi, l'autre histoire qui est un peu l'escadron flambeau de Charabé, Wedge, tout ça, c'est vraiment un échec total de leur mission. Là, et puis le nom de l'escadron, Starlight ou Flambeau, je trouvais ça bien quand même parce que le but, on ne l'a pas expliqué, là, mais c'est de réunir les différentes flottes rebelles qui là sont isolées et n'arrivent plus à communiquer entre elles à cause du fameux code là, qui a été piraté. Donc, je trouvais ça intéressant, mais dès le départ, c'est un échec total. La mère de Poe Dameron va se retrouver coincée sur le croiseur qu'on voit en couverture. Mais il ne va pas se faire capturer, il va réussir à se faufiler. Comme elle dit, un croiseur interstellaire, c'est plus grand qu'une ville, là, donc il y a bien des places où se cacher. Et on rappelle aussi que ce croiseur-là, je suis d'accord. Ce croiseur-là aussi est très magané. Hein, il y a toute une section. Là, ça veut dire quoi, magané? Magané, brisé. D'accord. Désolé, ça doit être de jargon québécois. Je pense que ça doit être du cru, ça. Hein. Ah, ben, je sais pas. Mais bref, toute une section du vaisseau, on a appris qu'elle veut pas faire réparer, ou c'est peut-être dans les numéros suivants, je pense que c'est pas dans cet album-là, mais elle explique qu'il n'est pas question de faire réparer le croiseur qui va rester comme ça. Non, c'était dans le premier volume, il me semble, non? Dans le premier, ok. Ah ouais, il me semble, hein, parce que je l'ai déjà lu, donc ça me dit quelque chose. Mais bref, c'est ça, j'ai pas trouvé ça complètement surréaliste qu'elle réussisse à se cacher puis à rester dans le croiseur. Non, je trouve que c'est super malin. C'est malin d'autant plus que... alors, ce qui serait plus dur, je dirais, si on voulait partir sur un côté réaliste, la difficulté qu'elle aurait, ce serait vraiment pour se ravitailler. Ouais, parce qu'il faudrait se faufiler dans les cuisines sans se faire repérer, puis repartir. Peut-être dur à Tatooine. Peut-être. Par contre, qu'elle arrive à... elle a piqué un droïde, voire plusieurs, pour pirater, mettre en lien, pour pouvoir émettre un message. Et ça, je trouve que c'est malin parce qu'en plus, c'est très débrouillard. On a vu dans Star Wars souvent que les pilotes sont assez débrouillards. Et voilà, franchement, je trouve que ça fonctionne bien. Alors après, on n'a pas de doute sur par contre, les impériaux sont un peu sortir ou pas. Ouais, bah franchement, dans un vaisseau de la taille d'une ville, il peut se passer du temps quand même. C'est ça. Dernier point que je voulais aborder, puis vous n'en avez pas parlé de ça, c'est Luke, qui est quand même beaucoup moins présent dans cet album-là que dans le premier. Même si on sent qu'à un moment donné, il y a une discussion avec Leia, puis c'est encore, là, il faudrait que je continue mes recherches sur comment dire, la formation de Jedi, tout ça. Mais c'est quand même très, 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 très secondaire. Ça rejoint la critique que je voulais faire au niveau de Charles Soule, puis
du scénario, c'est que c'est la même chose que j'avais dit pour le premier, c'est qu'il y a énormément de stock. Il y a trop d'histoires et de sous-histoires et ça part dans plusieurs sens, ce qui fait qu'à la fin, une fois que tu as fini l'album et que tu y repenses, c'est très dur de se souvenir, OK, dans cet album-là, il se passe quoi? Tu comprends que c'est quoi le fil narratif de l'album parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses sur beaucoup de personnages. Et je suis convaincu, connaissant Charles Soule depuis ses différentes œuvres, je suis convaincu que dans un certain nombre d'albums, tout va s'imbriquer parfaitement. Mais autant dans le premier que dans le deuxième, je trouve qu'on part dans plein de directions différentes. Et c'est un petit peu dur, je trouve, de caractériser l'album puis de dire, OK, cet album-là, c'est l'histoire de ça. Ouais, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Francis, parce que on a vraiment l'histoire principale, ça va rester toujours ce besoin d'essayer de rassembler la flotte. Donc là, même si on a des péripéties, voilà. Et l'histoire de Luke, en fait, c'est une histoire qui se poursuit, et j'ai envie de te dire, c'est une histoire qui se poursuit depuis le début du canon. Donc, on n'a pas non plus une intrigue à tiroir. Je veux dire, il n'y a que Luke qui a, on va dire, un peu une quête différente. Sinon, tous les personnages sont en lien avec la même quête. Même Lando est en lien avec la même quête, si ce n'est qu'il y a juste une scène pour nous présenter quelque chose qui sera développé par la suite, certainement. Mais j'ai vraiment, quand je lis l'album, j'ai vraiment cette sensation du film Star Wars. J'ai un groupe de personnages. Dans ce groupe de personnages, il y a des personnages qui ont des missions ou des choses qui vont les concerner individuellement au sein d'un plan plus vaste qui concerne tous les personnages. Donc franchement, moi quand je lis l'album, j'ai vraiment l'impression d'avoir le film Star Wars devant les yeux. Pour le coup, je trouve cet album, alors hormis des parties flashback, parce qu'on les aurait pas dans un film, mais si on retire les parties flashback, j'aurais vraiment l'impression d'avoir quelque chose de très cinématographique. Et puis c'est logique finalement. Leia qui fait la capitaine un peu dirigiste. Après Lando un peu la crasse. Luke le mec qui sert à rien. Tout le monde a rempli, qui a des charges, on est bon quoi. Une vraie belle suite de l'Empire contre-attaque. Exactement, c'est exactement ce qu'on voulait voir quoi. Et puis avec son côté gland, Luke, mais t'es là Luke, ouais, je viens aider, ouais, merci, mais c'est bon. Sinon, côté graphique, messieurs, qu'est-ce que vous en avez pensé? On a deux dessinateurs qui se ressemblent beaucoup. Ouais, j'allais dire franchement, j'ai pas trop la nuance. J'ai pas vu la nuance, j'ai pas vu la transition. J'ai trouvé que elle est très subtile. Ouais, j'ai trouvé que c'était très réussi. C'est le même coloriste aussi pour les deux. Oui, ça permet d'avoir une unité, mais je trouve que c'est réussi. On a vraiment les personnages qui ressemblent aux personnages. Si je devais mettre une réserve, je dirais que sur les couleurs, le travail des couleurs est un peu plat, mais je l'avais déjà dit dans le premier volume, donc on est sur la même continuité. Par contre, c'est super bien dessiné. Tout ce qui est vaisseau, espace et tout ça, franchement, c'est vraiment top. Mais la tronche des persos, par contre, regarde quand vous reprenez la page là. Non, je suis pas d'accord. Ouais, gentillesse. Ouais. Ah ouais. J'ai eu aucun problème à reconnaître les personnages, et je peux même vous dire que j'ai trouvé que les personnages étaient tellement bien dessinés qu'à la lecture, j'avais les voix françaises qui remplaçaient ce que je lisais. Donc, c'est souvent pour moi, quand on dévoile Loïc quand même. C'est vrai. C'est mon côté. Des musiques forceux. Aussi, t'attends. Des musiques. C'est mon côté forceux. Mais on a parlé de Jeanne d'Arc tout à l'heure, les gars, faudrait faire gaffe. Il y en a un qui va repartir à la conquête de je sais pas quoi, ça va pas tarder. Mais c'est un petit peu mon baromètre en fait, Thomas, c'est que si j'arrive à me représenter naturellement la voix des personnages, c'est que pour moi, je suis vraiment plongé. C'est que le caractère et la façon de raconter et visuellement, on est raccord. Enfin, pour moi. Je vois tout à fait ce que tu veux dire, c'est vraiment juste pour le plaisir de la vanne. Et je partage ton sentiment parce que je me suis vraiment retrouvé dedans. Je l'ai pas vu filer le truc. Ouais, j'étais, enfin, tu vois, vraiment, je l'ai lu très rapidement. Et quand c'est comme ça, que c'est pas poussif, c'est que vraiment, je prends du plaisir. Voilà. Donc non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et là, on a Francis le Bougon qui va cette fois-ci contrebalancer. Non, mais c'est. En fait, je suis assez d'accord avec ce que tu disais, Loïc, mais c'est rien d'extraordinaire au niveau colorisation, puis au niveau de dessin, il n'y a pas de wow. Puis je suis d'accord avec Thomas sur les visages. Des fois, c'est très décevant, même si on reconnaît le personnage, puisque Leia est habillée de cette façon-là. Mais honnêtement, habillée-la autrement, on peut pas savoir si c'est Leia ou une autre, ou Wedge, par exemple, ou Luke, ou.
évidemment, Chewbacca, on peut se douter c'est qui, là, mais tu sais, c'est ça. Ou Lando aussi, je me souviens, il y a des cases Francis. Mais c'est un style minimaliste aussi au niveau du dessin. Là. Il y a peu de détails. Fait que c'est pas détestable. Je sens que tu es nostalgique de Salvador Larroca à ta critique, vraiment. Non, effectivement, non. Mais Larroca avait des forces puis des faiblesses aussi. Mais au moins, comme tu dis, puis je l'ai remarqué aussi au niveau des vaisseaux, c'est détaillé, c'est précis, etc. J'ai déjà reproché quand t'es pas capable de dessiner un X-Wing pour qu'il ressemble à un X-Wing, il y a un problème. Ouais. Mais là, même les Stormtroopers. C'est quand même bien. Ouais. Mais je sais pas, j'ai trouvé que c'était le strict minimum. C'est souvent. Le plan où il arque tous les vaisseaux, il est magnifique, quoi. Ah, ça, c'est magnifique. Ouais, très beau plan. Non, c'est souvent, je l'ai déjà dit dans des émissions, mais souvent le dessin de Vador et les dessins de Stormtrooper qui sont parfois compliqués. Ouais. Et là, c'est parfaitement exécuté, mais sans aucun problème du début à la fin. Puis sinon, je vais mentionner mon point que je ramène toujours, mais les couvertures, cette fois-ci, je ne peux pas dire que c'est wow non plus. Non. Non, je suis d'accord avec toi là. C'est deux dessinateurs de couverture différents, il faudrait que je vérifie. Mais c'est ça, Carlo Pagulayan, donc c'est pas un habitué du Star Wars. En même temps, les variantes non plus n'étaient pas wow. Et je l'ai pas dit aussi, mais les deux dessinateurs en question, c'était le premier. Il y en a un, c'était sa première participation Star Wars tout compté, puis l'autre, il avait juste fait 1 ou 2 numéros de l'ère de la Résistance, je pense, ou l'ère de la Rébellion, là, les séries de one-shot. Donc, c'est ça. Je peux. C'est très loin d'un Marco Checchetto ou d'un. Non, mais j'ai vraiment encore une fois cette réflexion de me demander pourquoi Marvel, qui sur les séries, on va dire, phares de Star Wars, ne dégomme pas des dessinateurs AAA, quoi. J'ai vraiment du mal à Francis, comprendre. Quand même, parce que ça me paraît important sur la prononciation. Je crois qu'on dit pas Marco Checchetto, mais Marco Checchetto. Non. Non, en fait, Aurélien avait dit l'inverse. Aurélien a dit l'inverse. Checchetto. Moi, j'ai toujours entendu Checchetto, et là, quand tu me dis Checchetto, ça me fait bizarre, mais ok, on va dire Checchetto. L'adresse est critique au peuple italien, qu'est-ce que tu veux? Écoute, le gars s'appelle Checchetto, et ok, c'est Checchetto. Alors, pour ceux qui sont fans de la continuité, voilà, mais il nous l'avait dit, pour ceux qui sont fans de la continuité Star Wars en direct, Aurélien nous l'avait dit dans une émission où on chroniquait le volume Han Solo et la course folle du dragon. Vous êtes sûr, les gars, qu'il s'est pas foutu de votre gueule pour se marrer à chaque fois qu'il écoute l'émission? Oh, les couilles, ils ont encore dit Checchetto, quoi. Tu vois, ça se trouve, c'est ça, hein. Non, mais c'est de l'italien, hein. C'est de l'italien, comme a dit Francis. Donc, voilà. Ouais, ça fait pas pareil, quoi. Non. Bref, voilà, c'est ça. Moi, j'étais pas enchanté côté graphique non plus. Donc, ça sera pas ma meilleure, mais globalement, je suis d'accord avec. Je crois que c'est Loïc au début qui disait par rapport au premier, là. Donc, c'est ça. J'ai quand même apprécié plus que je dirais là, que le premier. Même si je continue de trouver qu'on se demande un peu où est-ce qu'on s'en va avec cette série-là. Donc, c'est évident, Francis. Il nous emmène tout droit chez Jabba le Hutt, là. Et on voit bien que Luke, il va se barrer pour faire son nouveau sabre, et que Lando va finalement rejoindre idéologiquement les rebelles, et puis il va mettre en place le plan chez Jabba le Hutt. C'est clairement ça qu'on va nous raconter là-dedans. Et tu vois bien, il est en lien avec Bib Fortuna. Enfin, pour moi, c'est une évidence. Hein. Le boulevard, il est énorme. Hein. Ah, je sais pas. Moi, en fait, faut dire que là, j'ai tout lu la guerre des chasseurs de primes, tout ça, là, donc on est rendu plus loin en anglais, mais je serais quand même curieux de savoir à la base le contrat avec Charles Soule est pour combien de numéros, pour une série de combien. Donc les différents morceaux du casse-tête sont censés se rassembler à quelle date, on va dire, ou à quel numéro, parce que si c'est comme la première série, 75 numéros. Ouais, alors après, Francis, c'est évident que ça va pas se relier pendant le crossover. Non. Donc il faut, voilà, le crossover maintenant il vient de se terminer aux États-Unis à l'heure où on enregistre. Et le crossover commence tout de suite après ça aussi, il faut comprendre. Mais je suis d'accord qu'il faudrait pas attendre 75 numéros parce que sinon on va se perdre. Et c'était le défaut de l'autre série qui commençait super fort. Puis à un moment, les mecs ils font durer, quoi. T'avais l'impression de regarder, tu sais, Naruto, les fillers. Tu sais, alors je vais contrebalancer un petit peu, messieurs. Souvenez-vous que par exemple, on nous a introduit la Reine Trios en tout début de série initiale pour nous la ressortir à la fin, magistralement dans des
dans une continuité qui s'imbriquait super bien et avec au final des choses à raconter. Ouais, mais est-ce qu'au milieu, il n'y avait pas des temps morts quand même? Mais de toute façon, dans une série, il y avait eu plusieurs comics, forcément des temps morts. Ouais, mais peut-être que si les mecs ils se fixaient un nombre limité, ça ira mieux. Bah ouais, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne sur une série régulière. La Vador avait été 25 numéros et ça. Exactement. Même si la Star Wars. Ils ont arrêté, je pense, quand il fallait, quoi. Et par exemple, je voulais reprendre tout à l'heure sur ce qu'on disait sur les défauts éventuellement des dessins. Finalement, dans un sens, je vais vous dire honnêtement, je préfère avoir des dessins moyens, mais un scénario cool, quoi. C'est-à-dire que si vous avez des budgets, mettez-le dans Charles Soule et pas dans les dessinateurs, quoi. Mm-hmm. Ben moi, je préfère avoir les deux, Thomas, mais c'est... Ouais, mais d'accord, tu veux le pot, la fermière, tout ça. Mais exact, attends, le beurre et la du beurre. Ouais, c'est ça. Il faut quand même se rappeler que c'est, en termes de Star Wars, cette série-là et la série Vador, c'est la locomotive, c'est censé être la locomotive. Alors, je veux bien que sur la série Guerre des chasseurs de primes ou La Haute République, on ait des dessinateurs un peu moins top, mais je comprends pas, Marvel, qu'est-ce que vous faites à sortir des... Alors, ok, ils sont pas mauvais, hein, pas du tout. La preuve, c'est que j'en ai même dit du bien. Mais on n'est pas, pour moi, au niveau de ce que Marvel devrait proposer sur des séries Star Wars. En tout cas, pas sur les séries phares. Ça, c'est un dessinateur que je verrais justement bien sur une mini-série, sur un crossover, pour se faire un peu la main, entre guillemets, parce qu'ils sont dans leurs premières œuvres. Et puis ensuite, quand ils ont pris de l'assurance, ah bah tu veux revenir sur Star Wars, et maintenant on peut te balancer sur Star Wars. Mais en attendant, on truste un peu le truc en mettant des dessinateurs qui ont... voilà. Putain, mettez-moi du Cafou, quoi. Je sais pas si vous le connaissez, mais ce mec-là, je rêverais de voir Cafou sur du Star Wars. S'il vous plaît, quoi. Ou du Paul Renaud. Paul Renaud sur du Star Wars. Paul Renaud qui avait fait des Gardiens de la Galaxie. Ouais, mettez-le sur Star Wars ou sur Vador, ça serait génial, quoi. Après, voilà, c'est comme ça, on n'a pas le choix et on doit faire avec. Mais moi, je peux être fan de plein de styles de dessinateurs différents. Bien sûr. Heureusement. Autant du très, très réaliste que du très cartoon. J'avais adoré le premier numéro de la série Afra. Le tout premier Afra, c'était très cartoon. Oui, oui, mais c'est ça, là, je trouve que... bon. Le minimum syndical, comme vous dites parfois en France, c'est ça. Ah, je trouve qu'on n'est pas... les expressions françaises. Non, ouais, ce soir. On n'est pas non plus sur le minimum syndical, hein, parce que sinon, je pense qu'on n'aurait pas cette qualité dans la retranscription de ce qui est vaisseau, environnement et vêtements notamment. Alors peut-être qu'il est un peu plus faible sur les visages, c'est possible. Par contre, pour tous les autres éléments, je trouve qu'il est vraiment très, très, très fort. C'est... Encore une fois, mon avis personnel. Hein. Puis Tarkin, ce qu'il en pense des syndicats, je ne veux pas te dire. Hein. Effectivement, ouais. Comme négociateur, là, ça serait... Les syndicats dans une dictature, c'est jamais très bien vu. Ouais, c'est ça, ouais. Tu vas pas être le préféré de Tarkin, toi, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Ouais. Bon, si on y allait avec les notes, messieurs? Ouais, voilà. J'aurais proposé les notes. Thomas? Moi, je vais mettre... je sais pas, j'hésite entre 15 et 16 dans ces eaux. Allez, 15 et demi, tiens. Quand j'arrive pas à trancher, je mets un demi, quoi. Francis, vas-y. Moi, je vais lui mettre la même note qu'au premier, mais pour des raisons pas parfaitement les mêmes, mais donc un 15 sur 20. Et pour moi, ça sera un 16 sur 20. Et c'est donc moi qui donne la meilleure note à ce volume. Incroyable. Attendez, si on fait la moyenne, les gars, je suis tombé pile à la moyenne, quoi. Exact. Tu vois un peu? Pas mal, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de disparité aujourd'hui. Puis, ouais, on est copains pour une fois, on va pas se mettre sur la gueule à la fin. C'est bien. C'est ça. Alors, on verra si... alors, il nous reste quand même encore des volumes à chroniquer. Tiens, d'ailleurs, on va faire une aparté. Juste après. Il va nous rester donc le volume 2 de Vador à chroniquer, le volume 2 d'Afra également, qui vient de sortir en français à l'heure où on enregistre. Et puis, donc, débute la guerre des chasseurs de primes. Donc, on va le répéter peut-être au long des différentes émissions de littérature pour que nos auditeurs s'imprègnent de l'information. Si vous vous souvenez bien, quand on avait invité Aurélien il n'y a pas très longtemps, Aurélien nous avait bien dit les volumes donc, de la guerre des chasseurs de primes reprendront les différentes séries qu'il faudra lire donc, dans l'ordre pour suivre le crossover. Donc,
un Star Wars, un Vador, un Afra, un Guerre des chasseurs de primes, etc. Donc, qui seront collectés dans un même volume sur 5 mois. Donc, il y aura 5 volumes qui vont mélanger les différentes séries. Et ensuite, ces différents épisodes seront recollectés en début d'année dans les volumes 3 de chacune des séries. Donc, le volume 3 de Vador, le volume 3 de Star Wars, le volume 3 d'Afra, etc. Et probablement aussi le volume 4 et le volume 5. Évidemment, nous, on s'est posé la question, comment allons-nous les chroniquer ? Donc, on en a débattu, on en a discuté. Nous avons donc décidé de chroniquer la guerre des chasseurs de primes avec les volumes collectés qui mélangent les séries. Donc, dont le premier volume est sorti là, début décembre. À savoir que ça veut dire que nous ne rechroniquerons pas les volumes des épisodes individuels. C'est-à-dire, on ne chroniquera pas le volume 3 de la série Star Wars, le volume 3 de la série Afra, le volume 3 de la série Vador, etc. Puisque quand tous j'ai ces voté, épisodes... j'avais pas compris ça, moi. Eh ben, trop tard, il fallait bien lire. Faut lire les programmes électoraux, Tom. Ah oui, tu vois, c'est ça l'empressement du devoir citoyen. En fait, moi, j'ai compris, quand on parlait de tout, j'ai compris qu'on allait faire une émission sur tout le crossover, quoi. Ah non, c'est pas possible, ça sera beaucoup trop long. Non, il va nous falloir une journée complète, c'est beaucoup trop long. Donc on va chroniquer les 5 volumes qui vont sortir là les 5 prochains mois. Donc chaque volume individuellement, qui mélange les séries. Et le volume 3 de Vador, dès qu'ils sortent. Le volume 3 de Vador, le volume 3 d'Afra, etc. Ceux-là, on ne les chroniquera pas. On refera, ou alors, à la rigueur, on refera peut-être juste un petit point sur une émission de littérature ultérieure pour donner notre avis. Donc on fait des kiosques en fait, Loïc. C'est comme si on faisait des kiosques. Voilà. Mais c'est plus un format kiosque vraiment. Hein. C'est ce nouveau format hybride un peu chez Panini qui est assez intéressant justement. Souple. Il existe à la fois la version souple et la version cartonnée pour chacun des 5 numéros. C'est ça. Mais c'est vraiment une version, je trouve, qui est une version hybride qui est intéressante pour les events et pour les crossovers parce que ça permet justement d'avoir l'ordre de lecture. Et cet ordre de lecture, il est pas mal quand on a une histoire qui est vraiment construite. Donc voilà, on le répétera au fil des émissions pour que chacun puisse comprendre, parce que c'est pas évident, mine de rien, parce que même nous, la preuve. Mais moi, j'ai voté sans comprendre quoi. Voilà, il faut pas juste voter parce que le candidat est beau, Thomas, tu vois. Il faut vraiment. Mais moi, quand j'ai vu ta photo sur le truc avec ton slogan, tu vois, je me suis fait avoir quoi. C'est ça. La campagne était bonne, la campagne était bien défendue, je crois. Voilà. Donc voilà, sur ces infos sur lesquelles on va revenir et sur ces bonnes notes, pour une fois. Excuse-moi de t'interrompre, Loïc, est-ce que tu voulais que je lise oui, pardon. La chronique de gens qui ne pouvaient pas malheureusement à dernière minute annuler la participation. Exactement, tu as bien fait de me couper. Donc voilà, lis-nous la chronique de Jean. Je vais essayer de faire vite, parce que vous le savez, Jean nous écrit souvent des romans. Donc, il disait donc un volume sympathique, mais pas inoubliable. D'ailleurs, avant de relire ce volume, précédemment lu issue par issue, j'avais complètement oublié l'histoire, c'est dire. La première partie focus sur Zara, son passé, sa mission, son rapport avec les différentes têtes de l'Empire, et notamment Tarkin, est plutôt sympathique. Le tête-à-tête avec Leia aussi, le fait qu'elle utilise le Tarkin's Will, donc le croiseur, là, est un joli clin d'œil quant à son passé avec le monsieur. Après, le fait d'utiliser un Star Destroyer, justement, est un peu pas la chose la plus logique, mais bon, nous sommes dans un comics avec ses codes et ses concepts un peu what the fuck, mais ça passe. Ça rend plutôt bien graphiquement, en tout cas. La deuxième partie sur l'opération Starlight, en elle-même, oui, pas mal, mais sans plus. C'est surtout la présence au premier plan des parents d'Amron qui m'a le plus intéressé. Les suivre ensemble, puis chacun de leur côté. Le petit caméo aussi du bébé Poe, toujours sympathique. Ça m'a fait vraiment plaisir de voir Poe, même bébé. Le scénario de Soul est juste OK, rien de filou non plus. J'ai beaucoup aimé ses allusions à la Haute République, on en a parlé. Vu qu'il bosse sur plusieurs tableaux dans Star Wars. Le descendant de Mark Chernrow, entre autres, la mention d'Annie Hill. Les dessins de Rosanas sont bons. Je les préfère à ceux de Basaldoa, donc le deuxième, qui s'appliquent un peu moins bien, notamment sur les visages. Les couvertures sont aussi plutôt jolies, avec notamment cette mini-fresque quand on aligne quand on aligne les couvertures. Ça se fait parfois en comics, j'aime bien l'idée. Chose plutôt surprenante, alors que le tome 2 version française de Panini propose les 6 numéros du 7 au 12. Le TPB, en version originale anglaise de Marvel, ne propose, lui, que les 7 à 11.
Donc, effectivement, le dernier, c'est les fameux flashbacks. Là, on a Han Solo sur Hoth et la rencontre de Kes Dameron avec Charabé. Donc, il dit, je comprends pas vraiment pourquoi avoir mis le 12. Mais bref, pour le découpage, sachant que le 13 fait commencer l'arc de la guerre des chasseurs de primes. Donc, ça veut dire que le 12 qui conclut là sera dans le même TPB en anglais. En tout cas, bref, il dit ça n'a aucun sens. Mais voilà, Jean évolue dans un milieu anglophone, hein, donc c'est ça, il est dit en anglais. Note 15/20, lui aussi, donc on est vraiment proche en 60%. On est raccord, ouais, vraiment. Ouais. Star Wars reste pour moi la série ongoing la plus faible, avec des histoires sorties du chapeau pour essayer de construire quelque chose entre les films. Un peu comme des fillers d'animés japonais qui sont canons, mais souvent moins intéressants que l'intrigue principale. Malgré tout, c'est pas mal, ça reste plaisant à lire, mais je prends plus de plaisir sur Darth Vader, Bounty Hunter et surtout sur Aphra et la Haute République. Bref, une lecture plutôt agréable, mais qui ne restera pas dans les mémoires. Voilà pour l'avis de Jean de notre équipe. Il a plus bossé que nous, hein, franchement. Oui, Jean, c'est quelqu'un d'organisé aussi. Non, c'est surtout quelqu'un de nouveau et il doit faire ses preuves, alors que nous, tu vois, on est sur la fin. Tu vois, on laisse il veut plaire. On laisse filer le truc, tu vois. Nous, on a notre permanence depuis longtemps. Là, on n'a plus besoin de faire nos preuves. Si on se fait virer, on s'en fout. On a suffisamment capitalisé avant. Quoi. Mais nous, on n'a plus besoin d'aller au congrès. On a des gens qui nous préviennent juste quand il faut aller voter, c'est tout, quoi. On est membre d'honneur maintenant, donc on s'en fout. Quoi. C'est ça. J'espère que Jean, lui, il a lu le programme électoral point par point. Ah oui, il t'en fait une analyse très détaillée d'ailleurs. Et il a posé des questions puisque certains points n'étaient pas clairs et ça lui a permis d'éclaircir et de voter en toute pleine conscience. C'est ça. Et ben, c'est sur ce programme politique donc on va conclure cette édition de Star Wars en direct littérature. Comme toujours, si vous avez des suggestions, des réactions sur ces sujets, sur cet album, venez en discuter avec nous. Vous pouvez passer par Facebook, vous pouvez passer par Twitter, par Instagram et encore le mieux, évidemment, comme d'habitude, notre serveur Discord. Et vous pouvez aussi nous laisser des commentaires sur notre chaîne YouTube. Et vous pouvez vous y abonner et même, agiter la cloche pour être prévenu de toutes nos récentes émissions qui vont sortir bientôt parce qu'il va y en avoir, préparez-vous, un certain nombre. Voilà, n'hésitez pas à partager nos épisodes sur les réseaux sociaux, ça va nous aider à nous faire connaître parce qu'il y a encore plein de gens qui méritent d'avoir ces discours politiques de Star Wars en direct. Voilà. Donc de la part de Thomas, de Francis et de moi-même et de Jean, même s'il n'a pas pu être présent avec nous, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.